Ça a été enfin une bonne idée pour le régime Tebboune de corriger une connerie, de corriger une bêtise, de se réconcilier avec Niamey, parce que sans le Niger, ce gazoduc ne peut pas voir le jour, étant donné que plus de 800 km, un tronçon, 22%, le Niger représente 22% du coût total de ce projet, comme on l'a expliqué dans l'émission que nous avons diffusée aujourd'hui même, et le Niger représente quand même plus de 800 km du tracé de ce gazoduc. Il est important, l'Algérie, elle a besoin, bien sûr, du gaz du Nigeria. Pourquoi ce projet est important? Je vais répondre à toutes les questions. Les filles, et à des aides. Il est important parce que d'abord, il permettra à l'Algérie de gagner de l'argent. On l'a expliqué dans l'émission d'aujourd'hui, revoyez-la, avec des schémas, avec des infographies, avec un tableau qui vous explique l'Algérie avec ce projet, elle peut gagner entre 1,2 milliard jusqu'à 2 milliards de dollars par an. Il y aura les droits de transit, le gaz du Nigeria qui passera par le territoire algérien pour être exporté. Donc l'Algérie va encaisser des droits de transit qui vont être évalués de 200 à 400 millions de dollars par an. Ça c'est la première entrée en devise. Vous avez l'Algérie va assurer la maintenance de ce gazoduc, donc on va se faire payer. C'est entre 300 et 400 millions de dollars. Et vous avez l'exportation. L'Algérie peut utiliser le gaz du Nigeria pour l'exporter et le vendre à des clients européens, où il y a beaucoup de débouchés. Le marché européen est l'un des plus gros marchés de consommation de gaz naturel. Et la totalité des revenus que l'Algérie peut espérer à travers ce gazoduc, c'est quand même, ça peut, quand les prix du gaz se maintiennent à un certain niveau appréciable sur les marchés mondiaux, ça peut ramener à l'Algérie, mine de rien, 2 milliards de dollars. Donc c'est un projet stratégique. Pourquoi il est stratégique? Et pourquoi l'Algérie, des ZK, je réponds à ta question comme la question de Lévi, pourquoi l'Algérie a besoin du gaz du Nigeria? On l'a déjà expliqué dans une infographie que nous avons diffusée tout à l'heure dans notre émission de ce matin, vous pouvez la revoir. En ce qui concerne, c'est une émission où nous avons comparé les deux grands projets de gazoduc en Afrique, le gazoduc maroc-nigérien, et le gazoduc TSGP, le Trans-Saharien Gazoduc Pipeline, c'est le gazoduc Algérie-Nigeria. L'intérêt pour l'Algérie, c'est que les réserves du gaz naturel au Nigeria sont 2 fois supérieures pratiquement, presque 3 fois supérieures aux réserves de gaz naturel de l'Algérie. Et les réserves de gaz naturel au Nigeria sont plus vierges. Elles sont encore inexploitées, alors que les réserves de gaz naturel en Algérie, elles sont en train de baisser significativement en raison de l'exploitation industrielle massive depuis le début des années 70. Les grands gisements de gaz algériens comme Hasselman et le Denous, à partir de 2030, ils vont décliner de façon très accélérée, et 65% encore une fois de la production nationale du gaz en Algérie, elle est destinée à la consommation locale. Il nous reste à peine 35% pour les exportations, et d'ici 2030, plus de 75%. On estime qu'à 75 jusqu'à même 80% de la production nationale du gaz ira vers la consommation nationale. Donc l'Algérie n'aura pas beaucoup de gaz à exporter. Je dis bien que l'Algérie n'aura pas beaucoup de gaz à exporter. Donc si elle veut pas perdre son statut de puissance énergétique, et pour compenser les pertes au niveau de ses exportations de gaz en raison du déclin de ses réserves et de la faiblesse et de déclin de son appareil de production nationale, le gaz du Nigeria va compenser les pertes de volume que l'Algérie va subir en raison, encore une fois, du déclin de ses réserves et du déclin de sa production. En attendant que le gaz de schiste, qui n'a pas encore vu le jour en Algérie, le gaz de schiste, on en parle depuis 2011-2010, mais il n'a pas vu encore le jour. Il y a que l'Algérie, elle a des réserves immenses et importantes en termes de gaz de schiste. C'est qui est du gaz non conventionnel. Mais en termes de gaz conventionnel, nos réserves, elles ne sont pas aussi importantes. Le Nigeria a des réserves beaucoup plus importantes que nous. Et le Nigeria est en train de devenir il est en train de lancer son industrie gazière. Il s'est imposé récemment comme l'un des grands pays fabricants et exportateurs de GNL. Donc, c'est devenu réellement la puissance énergétique numéro 1 en termes de gaz. Vous avez aussi l'Égypte, vous avez la Mauritanie, le Sénégal. Il y a beaucoup de concurrents. Des grands projets aussi au Mozambique. L'Algérie, donc, elle est confrontée à une concurrence de plus en plus rude sur le marché gazier. Et le gaz du Nigeria est une bouffée d'oxygène, est une opportunité économique très importante. Très, très importante. Alors, DZK qui nous demande, Abdou, le financement, qui va l'assurer, s'il te plaît? Très bonne question, DZK, encore une fois. Alors, il n'y a pas de transparence. On ne sait pas. Les dirigeants algériens, comme les dirigeants du Nigeria, ne font pas du tout de preuve de transparence là-dessus. Alors, on sait qu'il y a des bailleurs de fonds internationaux comme la Banque africaine de développement. Sauf que le projet va coûter plus de 13 milliards de dollars. Il pourrait atteindre les 21 milliards de dollars à long terme si on inclut les coûts indirects comme le coût de la sécurité, les coûts de l'entretien, parce qu'il n'y a pas que le gazoduc qu'il faut fabriquer, qu'il faut mettre en place.
il y a aussi des stations de compression de gaz et des équipements de production du gaz, etc., qui sont des équipements connexes et annexes à ce gazoduc. Ça peut aller jusqu'à 21 milliards de dollars. L'Algérie va financer une bonne partie. Le Nigeria, il va financer la partie qui sont sur son territoire. Mais le Nigeria, il est clair, il l'a expliqué pendant plusieurs années. Pour le Nigeria, il n'a pas apporté un financement important parce que c'est son gaz. Lui, il va donner du gaz. C'est avec le gaz du Nigeria que ce gazoduc va pouvoir transporter 30 milliards de mètres cubes de gaz. Donc l'Algérie va financer la plus grande partie. Il y a des bailleurs de fonds internationaux qui compléteront un petit peu. La plus grosse dépense sera au niveau du Niger. Au niveau du Niger, il faudra jusqu'à même 2 milliards de dollars presque pour construire la partie de tronçon qui est sur le Niger. Et ça, c'est l'Algérie qui va le supporter. Il y a des bailleurs de fonds, il y a des compagnies internationales qui se sont manifestées comme Gazprom, comme Total, comme Eni, etc. Mais rien n'a été conclu de façon officielle et de façon définitive. Pour le moment, il y a encore des pourparlers, mais d'après les informations dont nous disposons, c'est l'Algérie, c'est les États qui veulent financer ce projet-là. Il y aura pas de partenariat privé, de partenaires privés ou de partenariats internationaux, jusqu'à preuve du contraire. Mais moi, je pense que ce financement ne sera pas public à 100%. À un moment donné, ça va coûter tellement d'argent que l'Algérie, le Nigeria, il est clair là-dessus. Il finance sa partie, il donne du gaz. L'Algérie, c'est elle qui doit se financer. Elle a l'infrastructure nécessaire jusqu'au sud. Avec les gaz, nous avons déjà un réseau de gazoducs important en Algérie. Il faut juste porter ce réseau-là jusqu'à la frontière du Niger et construire le tronçon le plus important sur le Niger, à la place sur le territoire du Niger. Ça va coûter dans les 2-3 milliards de dollars que l'Algérie doit sortir et qu'elle pourra récupérer, comme je vous dis, en 2-3 ans, parce que le projet, il est rentable. Ce gaz, comme on l'a expliqué dans l'émission ce matin, il sera 25% moins cher que le gaz que les Européens importeront depuis les États-Unis d'Amérique ou le Qatar, par exemple. Donc pour l'Algérie, c'est une opération très rentable. Il était vraiment temps de se réconcilier avec Niamey et pour faire ce projet-là. Pourquoi? Parce qu'il y a le Maroc qui avance de son côté. Le Maroc, il a un gazoduc qui est du Nigeria, mais qui passe par toute l'Afrique de l'Ouest, par une dizaine de pays, par toute l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Mauritanie, etc., pour aller jusqu'au Maroc. Ensuite, ils vont connecter ce gazoduc avec le gazoduc Maghreb-Europe, que l'Algérie a abandonné en octobre 2021, à la suite de la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Et ce gaz du Nigeria sera acheminé ensuite sur les marchés européens de cette manière. Donc, il y avait une course contre la montre. L'Algérie aurait pu perdre son leadership, elle aurait pu perdre beaucoup d'argent, et si ce projet-là ne se réalise pas, si ce projet-là a été stoppé plutôt définitivement, elle a donc tout intérêt à le débloquer très rapidement. J'espère au moins nous avons été clairs. C'est vrai que je vous incite vraiment à revoir cette émission que nous avons réalisée ce matin. Elle est très détaillée. Il y a des schémas, il y a des infographies, il y a des illustrations, il y a des images, il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, regardez-la. Comment l'Algérie peut gagner la bataille décisive pour le contrôle du gaz africain. Cette émission-là, je vous conseille de la voir vraiment. Elle est elle est assez complète à mon avis, avec vraiment beaucoup d'illustrations, beaucoup de schémas, beaucoup d'infographies. Nous allons d'ailleurs la partager sur notre compte TikTok. Alors, Stella, bonjour. Abdou, quel est le système scolaire faut-il adopter en Algérie? Qu'en pensez-vous du système actuel? Ah bah Stella, c'est une très bonne question. On ne parle pas assez de l'école algérienne. Effectivement, on ne parle pas assez de l'école algérienne. Ah là. Excusez-moi. Bah, le système actuel, je pense que ma pensée personnelle ne compte pas. Il faut voir les classements internationaux du Forum économique mondial, des différents classements du système, par exemple, comme les examens de PISA en Europe. Il y a des rapports internationaux qui sont très clairs là-dessus. L'école algérienne, elle est en très très mauvais état, même s'il y a des performances individuelles, mais qui peuvent pas masquer l'échec collectif. L'école algérienne, elle est à revoir. Il y a les dégâts de l'arabisation, les dégâts du conservatisme religieux, les dégâts d'Assini noir, les dégâts d'un sous-investissement. Il y a un rattrapage technologique. L'école algérienne n'est pas suffisamment numérisée, n'est pas suffisamment moderne, n'est pas suffisamment informatisée. Le chantier d'éducation en Algérie, il est énorme. Alors, quel modèle? Il n'y a pas de modèle précis. On peut pas appliquer le modèle américain ou le modèle français ou le modèle sud-coréen. Il faut créer notre modèle algérien. Il faut s'inspirer de ce qui marche ailleurs. Les meilleurs systèmes éducatifs au monde sont connus. C'est l'Europe du Nord, Finlande, Danemark, Suède, notamment la Finlande. Vous avez la Suisse, clairement, des pays asiatiques, Taïwan, la Chine, Japon, Corée du Sud. Et
c'est les modèles qui marchent le plus, mais on peut pas les dupliquer en Algérie, ça n'a pas de sens. Il faut s'inspirer de leur expérience pédagogique, de ce qui a réussi chez eux, et l'adapter aux réalités sociales. Pourquoi on peut pas importer un modèle quand on parle de l'école? Parce que l'école, c'est aussi la culture la culture du pays. C'est son identité. Il n'y a pas que la science. À l'école, on n'enseigne pas que le savoir. On enseigne l'éthique. On enseigne la morale. On enseigne les valeurs morales. Et donc ça, il y a l'aspect, il y a l'identité du pays, sa culture, et son patrimoine. Donc on peut pas prendre des méthodes scientifiques du Japon, de la Corée du Sud, ou de la Finlande et l'appliquer en Algérie. C'est pas la même culture, c'est pas les mêmes identités. Et il faut s'inspirer de ce qu'il y a de mieux et l'adapter aux besoins de la population. Je crois que le défi pour l'Algérie, c'est une croissance démographique importante. C'est que chaque année, nous avons le nombre des élèves augmente. Chaque année, on fait 1 million de bébés. Vous avez des centaines de milliers de nouveaux élèves chaque année au niveau de l'école. Il faut former des enseignants, accélérer la formation des enseignants, construire de plus en plus des écoles. Il faut réduire le nombre des élèves par salle de classe. Il y a des salles de classe 50, 60 élèves dans certaines régions, c'est catastrophique. Il faut respecter certaines normes internationales, introduire les langues étrangères, introduire l'enseignement de l'anglais, généraliser l'enseignement des maths et des sciences dans les langues européennes, français, anglais, etc. Développer l'usage, développer les technologies, encourager le secteur privé, encourager l'investissement privé dans l'éducation. Et je pense à ce moment-là, ça peut marcher. Alors, Sami Mehdi, avec quel argent l'Algérie financera ce projet? Les caisses sont vides, à moins qu'ils s'endetteront. Oui, ils vont s'endetter auprès déjà. Et si l'Algérie doit s'endetter, en fait, il n'y a pas de honte à ce que l'Algérie s'endette. Ça, le problème de l'endettement, c'est Abdelmajid Tebboune qui a criminalisé l'endettement, qui l'a diabolisé. Ça, c'était Tebboune. Mais l'Algérie, elle s'est déjà endettée par le passé. Comment nous avons survécu à la décennie noire? La décennie noire, comment nous avons dans les années 90? C'est grâce à l'endettement. À la fin de la décennie noire, quand Abdelaziz Bouteflika est arrivé au pouvoir en 99, l'endettement d'Algérie, il était à hauteur de plus de 30 milliards de dollars. Entre 27 et 30 milliards de dollars. Et l'Algérie, elle a commencé à se rembourser sa dette dans sa quasi-totalité qu'à travers vers les années 2007-2008, quand l'Algérie a commencé à s'enrichir. S'il n'y avait pas l'endettement extérieur, l'Algérie n'aurait pas pu résister, aurait pu s'effondrer durant la décennie noire. Les caisses étaient vides. Maouch haram, tu t'endettes. Le Maroc, il est endetté. Les États-Unis, elle est endettée. La France, c'est l'un des pays les plus endettés du monde. Le Japon. Alors, il y a des pays qui ont une dette publique importante. Il y a des pays qui ont une dette extérieure parce qu'elle est détenue par des bailleurs de fonds étrangers ou des actionnaires étrangers. C'est selon le modèle, mais il n'y a pas de honte à s'endetter. Il n'y a pas de honte à s'endetter encore une fois. Maouch haram. S'endetter, c'est pas un crime. S'endetter pour se développer, c'est même nécessaire. C'est comme une entreprise qui doit faire un prêt pour pouvoir réaliser son investissement. L'argent ne tombe pas du ciel. Si l'Algérie doit s'endetter, je pense qu'elle doit s'endetter. J'espère qu'elle va s'endetter, qu'elle va pas utiliser toutes ses réserves de change pour ce projet-là. Il y a des bailleurs de fonds, il y a la Banque mondiale, il y a la Banque africaine de développement, il y a des pays, des compagnies internationales. L'Algérie, elle peut se faire prêter d'argent facilement. Pourquoi? Parce qu'elle a un niveau d'endettement extérieur inférieur à 3 milliards de dollars. Elle a des indicateurs macroéconomiques inquiétants mais qui sont pas désastreux. Il y a des perspectives qui sont très importantes. Donc tout est fait à l'Algérie. Ce projet-là, il est rentable. Le gazoduc transsaharien, il est totalement rentable. Il n'y a pas de problème au niveau de sa rentabilité. Il y a déjà des clients qui peuvent il y a déjà un carnet de commandes qui est déjà prêt pratiquement sur une période de 20 ans. Donc l'Algérie, elle doit s'endetter, c'est pas un problème. S'il faut emprunter 5 ou 6 milliards de dollars par la suite, on va les rembourser en 3-4 ans. Donc ce projet est essentiel. Et l'endettement, encore une fois, n'est pas un complexe, ce n'est pas un crime. C'est Abdelmajid Tebboune et sa pensée archaïque, encore une fois, qui a obscurci le bon sens autour quand on lance le débat autour de l'endettement. Et il n'y a pas de honte à avoir des dettes. Il n'y a absolument aucune honte. Alors, Salima Amara, à quand les centrales nucléaires en Algérie? Quelles sont les suites du projet Desertec? Le projet Desertec, il a été abandonné à Jma'a depuis très nombreuses années, avant même 2010, parce que les Allemands, il y avait des problèmes de rentabilité, de fiabilité. À l'époque, les technologies utilisées pour les énergies renouvelables n'étaient pas aussi performantes qu'aujourd'hui, et n'étaient pas aussi sophistiquées qu'aujourd'hui. Il y avait des obstacles techniques, donc le projet a été abandonné. Pour le problème de fiabilité, de rentabilité
et d'efficacité. Maintenant, les centrales nucléaires en Algérie, c'est pas encore... Faire une centrale nucléaire, c'est des dizaines de milliards. C'est un savoir-faire technologique. L'Algérie travaille sur ce projet-là depuis plus de 20 ans, en discussion avec ce qui était appelé Areva en France à l'époque. Ça a changé de prénom, ça a changé d'appellation. Je sais pas comment ça s'appelle Areva aujourd'hui, ça a changé de nom. Il y avait un groupe russe, Rostom, j'ai oublié aussi le nom. Il y avait des négociations entre les Russes et les Français. Il y avait des études qui ont été faites à ce sujet. L'Algérie cherche bien à se doter. Moi, je suis pour le nucléaire. Moi, je pense que l'Algérie, elle a la capacité d'avoir 2-3 centrales nucléaires qui pourraient l'aider à produire une grande partie de son électricité. Comme ça, on va dégager nos ressources en gaz et on va économiser nos ressources en gaz pour pouvoir par la suite exporter ce gaz-là directement vers l'étranger, vers les pays européens notamment, et gagner des recettes importantes en devises. Mais on n'est pas là. Une centrale nucléaire, c'est vraiment, il faut atteindre un certain niveau de développement, il faut avoir une croissance économique soutenue, il faut avoir beaucoup d'argent dans les caisses, et avec le niveau actuel de nos réserves de change, avec la manière avec laquelle le pays est géré actuellement, avec le rythme de notre développement économique actuel, on n'a pas les coups des franches, on n'a pas les épaules solides pour se lancer dans de tels projets. Il faut être sérieux. Une centrale nucléaire, il faut être une puissance mondiale ou une puissance émergente. Ça coûte beaucoup d'argent. Il y a un aspect environnemental. Il faut entretenir, il faut sécuriser ces centrales nucléaires. C'est vraiment du solide. Hein. C'est pas du n'importe quoi les centrales nucléaires. Encore une fois, ça fait vraiment plaisir de vous avoir. J'espère que vous passez un agréable Ramadan. Je vois que les sujets autour du gaz, de l'énergie, de l'économie vous passionnent. Ça me fait plaisir parce que j'ai une idée, moi, très négative de TikTok. On dit souvent que la communauté sur TikTok, ça dit n'importe quoi, mais voilà, vous en êtes la preuve du contraire. DZK qui revient, on a 2 centrales depuis les années 80 pour info. Non, on n'a pas des centrales nucléaires, non, on a des centres de recherche DZK. On n'a pas des centrales nucléaires au sens propre du terme. Ne me parle pas de Draria et de Inoussara. Inoussara, c'est l'armée, c'est des réacteurs nucléaires. On a des réacteurs nucléaires, mais des réacteurs nucléaires à faible échelle. On n'a pas des réacteurs, on n'est pas l'Iran, on n'est pas l'Iran ou la Corée du Nord. C'est pas des centrales nucléaires, c'est des centres de recherche en énergie nucléaire. C'est très différent et ce ne sont pas des centrales. Les centrales nucléaires, c'est comme ce qu'il y a ici en France, c'est des grosses centrales on utilise l'énergie nucléaire pour produire de l'énergie, pour produire de l'électricité. Et on utilise l'uranium enrichi, etc. pour des besoins civils. C'est pas du tout le cas des ZK. Non, c'est pas du tout le cas. Encore une fois, il faut pas se tromper, ça n'a rien à voir. Nous n'avons pas de centrale nucléaire. Ahlan wa sahlan, marhaba bikum ya jama'at al-khair. Abdelghani Boursali, c'est quoi ton problème avec la grande mosquée de Paris? J'ai pas de problème. Pas du tout. Au contraire, je les ai défendus dans l'affaire il y a 2 jours, je les ai défendus. J'ai dit que la grande mosquée de Paris, j'ai pas de problème quand la grande mosquée de Paris, elle fait son boulot. Quand elle fait son travail d'institution religieuse et de spirituelle éloignée des instrumentalisations politiques, j'applaudis. Quand elle est instrumentalisée pour faire la campagne du 2e mandat de Tebboune, comme c'était le cas en 2024, en septembre 2024, je dénonce. Je rappelle que la Grande Mosquée de Paris est une institution française, est une structure associative française. Elle est un organisme qui relève de la vie religieuse et culturelle en France. Il n'a pas à être instrumentalisé politiquement par l'Algérie. J'ai critiqué la Grande Mosquée de Paris pour 2 scandales. L'implication de la Grande Mosquée de Paris dans le financement de la campagne d'Abdelmajid Tebboune, dans la conduite de la campagne d'Abdelmajid Tebboune. Le rôle politique de Shamsuddin Hafez qui est un ambassadeur officieux, alors qu'il n'a pas été nommé, qui n'est pas relié à l'État algérien, qui n'a pas de mandat, il n'a jamais été élu, n'a jamais été désigné pour représenter l'État algérien. Et puis l'aspect opaque du financement. La Grande Mosquée de Paris, l'État algérien depuis fin 2023, il lui a donné le monopole sur la certification halal des importations de produits, des viandes et de certains produits agroalimentaires depuis l'Europe, et il y a une opacité totale. On a fait une enquête là-dessus. Il y a des conflits d'intérêts, il y a même des pratiques financières illicites, où ce sont les responsables de la Grande Mosquée de Paris qui ont créé une société pour gérer l'argent de la certification halal sans aucune transparence, sans bilan, sans bilan, sans transparence et sans aucune rigueur morale. Donc là, je la dénonce.
Quand il y a, par contre, dans l'affaire du Ramadan, quand elle a proclamé le premier jour du Ramadan, comme on a été contredite par d'autres lobbies religieux pour des considérations politiques, là, je l'ai défendu. Moi, de toute façon, moi, j'ai des problèmes avec personne. Moi, j'ai pas de problème avec des gens, ou avec des personnalités, ou avec des entités. Moi, je me bats pour l'intérêt général. Et je me bats pour la vérité. Quand il y a des dérives qui me semblent contraires à des valeurs bien précises, je dénonce. C'est très clair et très précis. Alors, Octopus, l'Algérie ne subirait pas les mêmes sanctions que l'Iran si elle met en place des centrales nucléaires. Non, l'Iran, elle a développé un programme d'armement nucléaire. C'est pas la même chose, Octopus. Ne mélangeons pas les choses. L'Iran n'a pas uniquement un programme civil. Elle a un programme pour avoir la bombe nucléaire, comme c'était le cas du Pakistan et de l'Inde. C'est pour ça que l'Iran a des problèmes. Et les problèmes de l'Iran, c'est très, très, très différent. 40K, on est 40 fois plus riche que la Corée du Nord. Ça, c'est ce que disent les chiffres officiels. La richesse de l'Algérie mesurée selon les normes statistiques du régime algérien, avec un dinar au taux de change officiel qui est gonflé, qui est artificiel, on est riche sur le papier. On est plus riche que la Corée du Nord sur le papier. Mais on n'est pas plus puissant que la Corée du Nord sur le papier. La Corée du Nord, il y a une industrie lourde, une industrie de l'armement, il y a un développement technologique. Comparer Pyongyang avec Alger. Alger, nous avons toujours les habitations qui datent de l'époque coloniale. Pyongyang, c'est une ville nouvelle, moderne, avec des buildings, avec d'une propreté exceptionnelle. La richesse, ça ne veut rien dire sur le papier. Sur le papier, beaucoup de pays sont plus riches que d'autres. Mais la puissance ne se résume pas aux chiffres. Il y a la réalité des chiffres et la réalité du terrain. La Corée du Nord, elle est déconnectée du système mondial. Elle est déconnectée de la mondialisation. Elle est déconnectée de la communauté internationale. Donc on a du mal à évaluer son potentiel. Mais sur le plan militaire, la Corée du Nord fabrique ses propres armes nucléaires. C'est pas le cas de l'Algérie. En Algérie, on importe toujours de Russie. On fabrique toujours des kalachnikovs et des tenues militaires de façon archaïque. Maintenant, j'ai niveau à la Corée du Nord. Il faut vraiment se calmer un peu. Être riche, sur le papier, oui, on est plus riche que la Corée du Nord. Mais ça ne veut pas dire qu'on est réellement plus riche. Parce que ça dépend ce qu'on entend par richesse. Nous avons du pétrole et du gaz que la Corée du Nord n'a pas. Sauf que la Corée du Nord n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz, mais elle a survécu à des sanctions mondiales, à l'embargo. Elle fabrique encore une fois d'armes nucléaires et elle fabrique des choses très sérieuses. Abdelghani Boursa, tu fais le travail de l'ennemi. C'est faux tout ce que tu dis. Bah, j'aimerais bien Abdelghani Boursa, dis-moi, qu'est-ce que c'est faux? Par rapport à la Grande Mosquée de Paris, est-ce que la Grande Mosquée de Paris n'a pas créé une association, etc. Et les responsables de la Grande Mosquée de Paris ont été nommés comme principaux animateurs de la campagne électorale pour le deuxième mandat de Tebboune. Je te défie, Abdelghani Boursali, je te défie devant toute la communauté TikTok de me démentir. On a donné les noms, on a donné les preuves, et il y a eu des meetings et des financements qui ont été, et les financements de ces meetings ont été accordés par la Grande Mosquée de Paris. Le Shamsuddin Hafiz a été l'organisateur de la campagne électorale du deuxième mandat de Tebboune en France. Je te défie de me démentir. Maintenant, le travail de l'ennemi. De quel ennemi il s'agit? Parce que l'Algérie, elle a beaucoup d'ennemis. Les Émirats, le Maroc, Israël, la France, l'Espagne. Soyons sérieux. Allahumma inni sa'im. Je pense qu'il faut aller vers des sujets, vers des questions un peu plus sérieuses. Tout ce que nous disons est factuel, il est démontré, ce sont des faits, il nous arrive de nous tromper, quand on se trompe on s'excuse, mais sur le sujet de la Grande Mosquée de Paris, mon cher Boursali, je crois, tu es très très loin de pouvoir rivaliser avec nous en termes d'information. Sur la question de la certification halal, nous avons enquêté bien avant l'opinion et pas mal de médias français, on a sorti les documents, on a expliqué le mécanisme, comment il a été utilisé pour le marché de la viande halal et comment il est géré, en toute opacité, avec des soupçons de corruption et un risque élevé de conflit d'intérêts. Ah là 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 là. Zerouel a signé Africa. Zerouel a signé la non-prolifération. Mais heureusement que l'Algérie n'est pas une puissance nucléaire, elle n'a pas de mot à dire. On n'est pas l'Iran. Pour être la Corée du Nord ou l'Iran, il faut avoir des scientifiques, un secteur universitaire très développé, un accès, une capacité à enrichir l'uranium, des centres de recherche puissants. Attendez, mais on ne devient pas une puissance nucléaire comme ça, hein. C'est pas parce qu'on a un petit réacteur nucléaire à Ain Oussara
et un centre de recherche à Draria, qu'on est pour autant une puissance. Ça veut rien dire. Une puissance nucléaire, c'est autre chose. Il faut qu'il y ait une industrie derrière, une industrie d'armement capable. Il faut déjà être capable de fabriquer des choses beaucoup plus simples et très ordinaires avant de prétendre parler d'énergie nucléaire et de l'arme nucléaire. Calmons-nous un peu, hein. Faut pas céder au discours propagandiste de la Lvovitch, etc. Hein. On est une puissance militaire régionale parce qu'on a de l'argent, on achète beaucoup d'armes à la Russie. C'est demain, les Russes arrêtent de nous vendre des armes, on n'a pas la capacité de fabriquer ce que nous achetons. On n'a pas une industrie militaire comme au Pakistan, on n'a pas une industrie militaire importante comme la Corée du Nord, ni comme l'Afrique du Sud, ni comme la Turquie, qui fabrique par exemple des avions de chasse et des drones. Donc il faut aller très doucement, s'il vous plaît, sur l'enthousiasme. اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير Diazeli Bak. Qu'est-ce que donne la visite du Premier ministre français en Algérie? La visite du Premier ministre, c'est pas le Premier ministre français qui est venu, c'est c'est Nunez, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est pas le Premier ministre, c'est le ministre de l'Intérieur. Et elle a donné beaucoup de résultats positifs parce que les deux pays sont en train de se réconcilier. Et on l'a expliqué encore une fois ce matin. Abdelmajid Tebboune va nommer prochainement un ambassadeur d'Algérie à Paris, bientôt, pour dans le cadre d'une normalisation des relations avec la France. Saïd Saïd, le ministre algérien de l'Intérieur, il est convié à Paris, il va venir à Paris bientôt. La DGSI française, la DGSI algérienne, les services de l'enseignement algérien, de l'enseignement intérieur algérien et le renseignement intérieur français ont repris leur coopération, leur dialogue et leurs échanges. Et Abdelmajid Tebboune a demandé, a promis aux Français, aux autorités françaises, de débloquer les laissez-passer consulaires et les réadmissions des OQTF et des migrants dangereux, au profil dangereux que la France veut expulser rapidement vers l'Algérie ou rapatrier vers l'Algérie. Et les relations vont vers la réconciliation. Et on a expliqué cela dans une émission que nous avons diffusée ce matin. Je vous incite, s'il vous plaît, à la revoir pour tout comprendre. Alors, il y a quelqu'un qui m'a interpellé tout à l'heure. Abdou Samad, pourquoi tu ne parles pas? Il y a beaucoup de questions, s'il vous plaît, j'arrive pas à tout lire. Nos modérateurs essayent de nous retrouver toutes les questions pertinentes. Désolé si je ne réponds pas à toutes vos questions, elles sont très nombreuses. On essaie d'être le plus simple, le plus direct, le plus concis. Certaines questions demandent des approfondissements, des explications. Donc, il faut absolument être patient avec nous. Quelle Algérie après la fin de ce mandat? Stella. Est-ce que Stella, tu parles du mandat de Tebboune? C'est inquiétant. Il y a deux scénarios. Ou Tebboune commence à se remettre en cause, il change de politique, comme il l'a fait avec le Niger, comme il est en train de le faire avec la France. C'est-à-dire, la politique à Terranent, comme on dit en Algérie, Terranent, comme on dit en berbère. C'est-à-dire l'obstination, la logique du bras de fer, bomber le torse, la logique de l'affrontement, l'entêtement inutile. S'il change de politique, il fait des réformes géopolitiques, diplomatiques, économiques, et s'il change de politique de gouvernance, on peut aller vers l'espoir d'une dynamique de changement et une transition pacifique vers un autre président. Si maintenant Tebboune change ou fait des réformettes ou adopte une attitude positive ou une attitude prometteuse uniquement sur un ou deux dossiers géopolitiques et sur le plan interne, il continue d'étouffer l'économie nationale avec sa politique anti-importation, les autorisations, la répression des entreprises, le harcèlement fiscal, le harcèlement judiciaire, les interdictions multiples, les obstacles interminables, les contrôles étouffants, etc., l'empêchement de la liberté d'entreprendre, s'il poursuit la politique de la répression des libertés publiques individuelles, l'étouffement de la société civile, l'étouffement de la liberté d'expression, le plus grand danger pour l'Algérie, c'est le scénario du Venezuela. C'est-à-dire après Tebboune, juste après 2029, l'année 2030, qui est l'année la plus compliquée, la plus terrifiante pour l'Algérie, avec un appareil de production de pétrole qui va chuter drastiquement, avec un appareil de production de gaz qui va significativement baisser, des exportations qui vont baisser, une population qui va dépasser les 50 millions d'habitants, et donc une économie dérégulée, un dinar, une monnaie nationale qui chute, et ça peut vraiment être les prémices d'un scénario comme le Venezuela, une sorte de faillite, une sorte d'instabilité économique chronique qui peut générer des tensions politiques. Et ça, c'est le scénario que nous craignons le plus.
Octopus, Boualem Boualem, futur ambassadeur d'Algérie à Paris. Merci beaucoup pour la question. On a répondu à cette question ce matin. On a répondu à cette question qui est importante. C'était ce matin quand on a expliqué que pour moi, j'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. La question, on l'a répondu ici, dans cette émission-là. Sayoud, bientôt on visite à Paris. Cette émission, il faut la voir. Etebo nommera prochainement un ambassadeur. Moi j'y crois pas à ça. Je n'y crois pas pour une raison simple. Boualem Boualem est un homme clé du système Tebboune. Est un homme clé du système Tebboune. Boualem Boualem, c'est le bras droit de Tebboune. C'est lui qui travaille, c'est lui qui lui fait tout. من المستحيل انه Tebboune va abandonner Boualem Boualem comme ça au milieu de son deuxième mandat. Mais j'y crois pas. Il y a beaucoup de sources qui essayent de véhiculer, de transmettre cette information, cette version des faits, de nous faire croire, oui, non, ne vous inquiétez, c'est bon, Tebboune va se débarrasser de Boualem Boualem, il va le liquider, il va le neutraliser. C'est pas vrai. C'est son bras droit. C'est l'homme qui travaille pour lui. C'est l'homme de tous les dossiers. Encore une fois, Abdelmajid Tebboune, il commence sa journée à midi, 11h. Boualem Boualem, c'est lui qui est à la présidence à 8h avant 8h, ou à 9h. C'est lui qui prépare tout sur le bureau de Tebboune. C'est lui qui lui met tous les dossiers. C'est lui qui prépare les synthèses. C'est lui qui lui prépare les notes de conjoncture. C'est un travailleur. Tebboune n'est pas un travailleur. Tebboune, c'est un dilettante. Tebboune, ksaïri. Tebboune, Medebeh, voilà, il gassar, là, 3 heures, il fait des entrevues de 3 heures, 4 heures, des réunions, il demande des synthèses. C'est un feignant, Tebboune. C'est pas un président travailleur. C'est pas comme Ouihya ou Sellel, qui était beaucoup plus travailleur que lui, ou encore moins Bouteflika, qui était rigoureux, etc. Sauf que Boualem Boualem, c'est un travailleur, mais c'est un incompétent. Il a le sens du travail, c'est un magistrat travailleur, il aime les dossiers, mais il ne maîtrise pas ses dossiers. Et en plus, il est mauvais, Boualem Boualem. Il est vraiment mauvais. C'est un dictateur. C'est lui il croit au totalitarisme. Il ne croit pas à la démocratie. Il n'aime pas l'opposition. Il est méchant. Il est pour la répression. Il est pour les emprisonnements arbitraires. Il est pour les incarcérations. Il est pour une politique arbitraire. Mais je pense que Boualem Boualem va rester encore à côté de Tebboune jusqu'au mois 2028. Maintenant, si Tebboune va le nommer ambassadeur à Paris dans les mois à venir, ça va être un rebondissement majeur et ça pourrait signifier que Tebboune, il craint la fin de son mandat, il veut faire des réformes de l'intérieur, il veut humaniser son système, il veut humaniser son régime, il veut le rendre vivable et fréquentable et efficace et il se débarrasse de ce qui est un fardeau pour lui. Le fardeau de Tebboune, ce sont ses conseillers, les membres de son entourage qui sont incompétents sur le plan technique et technocratique, malhonnêtes sur le plan moral et surtout malveillants sur le plan politique, puisqu'ils préconisent, ils encouragent les dérives totalitaires et les dérives autoritaires et les dérives répressives. DZ Ever, à ton avis, quel choix fera le Nigeria pour le gazoduc au final? Donne-moi ton avis sincère. Le Nigeria, il est pragmatique. Le Nigeria, il est avec l'Algérie, avec le Maroc. Le Nigeria, celui qui va le payer le premier, celui qui va commencer à le payer le premier, il marchera avec lui. En réalité, les réserves du gaz et les projets gazés du Nigeria, il y en a suffisent pour les deux gazoducs. Pour les deux. Le Nigeria, il peut fournir du gaz pour les deux gazoducs. Le gazoduc transsaharien et le gazoduc Nigeria-Maroc qui passera par l'Atlantique, par la côte atlantique, par les pays, par une 13 pays africains. Il y a du gaz, il y a suffisamment de gaz pour les deux gazoducs. Sauf qui va commencer le premier? Celui qui sera opérationnel le premier, c'est celui qui gagnera la bataille. C'est celui qui séduira davantage les décideurs du Nigeria et qui profitera davantage du gaz du Nigeria. En l'occurrence, pour être tout à fait sincère, je suis ni chauvin, vous me connaissez, moi je suis très neutre, très honnête, je suis pas du tout pour le chauvinisme, je ne parle pas sous le coup de l'émotion. Techniquement parlant, le projet le plus réalisable, c'est le projet algérien. D'abord, c'est 4000 km et le gazoduc marocain, c'est plus de 5000 km. On passe par un seul pays qui est le Niger, alors là, il faut passer par 13 pays. Il sera beaucoup moins coûteux. L'Algérie, elle a déjà les infrastructures nécessaires, elle a déjà 2 gazoducs
qui est le Transméditerranean Pipeline Henri Cromarty via la Tunisie et l'Italie, et le Medgaz directement vers l'Espagne. Alors que alors que le Maroc, ils n'ont qu'une portion du Maghreb Europe, qui est un gazoduc à l'origine algéro-espagnol, algérien surtout. Donc, le projet qui a le plus d'atouts d'être réalisé, le plus de chances d'aboutir rapidement, et qui sera le plus rentable et le plus facile à faire, il faut être honnête, c'est le transsaharien. Maintenant, à la seule condition que la sécurité au Niger sera garantie. Est-ce que l'armée du Niger, avec l'armée de l'Algérie, sera capable de garantir le tronçon du Niger, la sécurité autour du tronçon du Niger? Surtout que même le nord du Nigeria, c'est pas évident, hein, avec les groupes armés, Boko Haram, etc. C'est la sécurité, c'est l'aspect sécuritaire, vraiment l'aspect sécuritaire. C'est cet aspect sécuritaire qui compte. Si on arrive à sécuriser ce gazoduc, ça sera une très belle affaire. Mais ça, c'est le défi. Est-ce que le Niger et le Nigeria et l'Algérie sont capables d'empêcher les attentats, les forces des groupes terroristes, parce qu'il sera ciblé. Il sera une cible privilégiée des groupes armés terroristes et séparatistes. Alors, le néné. Saharam Danak, monsieur Abdou, s'il vous plaît, quand ils vont changer le zik. Ah, j'aimerais bien. Ils vont changer le zik quand Tebboune va partir. Le zik, comme Boualem, c'est les hommes clés du système Tebboune. Rezik, c'est le cerveau de sa politique économique. C'est lui qui induit Tebboune en erreur. Et c'est lui qui le conforte dans cette politique nationaliste, souverainiste, archaïque, qui date de l'époque socialiste. Les deux sont incompétents, les deux ils ont une vision archaïque et surannée et dépassée, et les deux font des choix désastreux qui sont pas favorables, qui s'inscrivent pas dans la modernité. La logique anti-importation, la logique du contrôle absolu, le monopole de l'État, la logique répressive contre les entreprises, la limitation de la liberté d'entreprendre, du sens de l'initiative. Et encore une fois, il y a des liens personnels entre les deux, parce que je rappelle que Rezik a été l'enseignant, le prof d'université de l'une des filles de Tebboune, Ahmed Majid Tebboune. C'est pour ça qu'il l'appréciait particulièrement. Mais Rezik va partir peut-être avant Boualem, mais son départ, il est lié, encore il dépend des décisions de Tebboune. Est-ce que Tebboune va changer de politique? Si Tebboune change de politique, il va changer Rezik. S'il maintient la même politique, il le gardera. Forcément, et va le garder et beaucoup plus longtemps que prévu. Hein. Surtout que selon Tebboune, ça marche bien. Le problème de Tebboune, c'est qu'il est persuadé que ça marche. Abdelmajid Tebboune, quand vous lui parlez, la situation économique du pays, vous dites non, ça va, nous avons les réserves de change, il y a pas beaucoup de pénurie, on n'est pas endetté, on est souverain. Pour lui, quand on applique les critères de Tebboune, tout va bien. Mais quand on applique les critères de la création d'emplois, de la croissance économique réelle, la santé de la monnaie, le dynamisme de l'économie, de la diversité des exportations, la productivité, le taux d'industrialisation du pays, etc. Et ben là, si on applique ces critères rationnels, c'est clair que le bilan est très désastreux. Fantôme. Fantôme. Pourquoi les Algériens en France aiment Tebboune? Je ne sais pas. Franchement, sur quoi tu te bats? Je crois pas que les Algériens de France aiment Tebboune, non. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a un sondage? Est-ce qu'il y a une étude statistique? Est-ce qu'il y a une enquête d'opinion? Non, je ne le pense pas. Ça, c'est un préjugé. Il y a une partie des Algériens de France qui aiment Tebboune parce qu'ils pensent que Tebboune lutte contre l'extrême droite de façon sincère. Il y a certains Algériens en France qui ont un problème avec l'extrême droite en France, ou avec certains lobbies politiques de la droite, ou avec certains partis ou avec certaines entités de l'establishment français, et ils pensent que Tebboune, quand il fait un bras de fer contre la France, il faut soutenir Tebboune parce qu'il est en train de lutter contre les racistes, les algérophobes, les nostalgiques de l'Algérie française. Et c'est une erreur fondamentale, parce que Tebboune d'abord, il défend que ses intérêts. On l'a bien vu avec Laurent Nunez. Tebboune, 1 année et demie de crise. Il le chantage, il bombe le torse, le bagarreur, les querelles, les cris. À la fin, il a tout cédé à la France. Qu'est-ce qu'il a obtenu de la part de la France? Mais qu'est-ce qu'il a obtenu de la part de la France? Tebboune fait croire aux Algériens de... C'est lui qui a fait tomber Bruno Retailleau. C'est complètement faux. Bruno Retailleau n'est pas tombé à cause de Tebboune, il est tombé à cause d'une crise politique interne en France, à cause d'un bras de fer qu'il a perdu avec l'actuel Premier ministre Sébastien Lecornu. C'est pas à cause de l'Algérie. Donc il y a certains Algériens en France qui ont un complexe identitaire,
qui ont un malaise identitaire, qui sont victimes de racisme en France, ou qui ont échoué leur intégration au sein de la société française, ils pensent que soutenir un dictateur terrifiant comme Tebboune, c'est contribuer c'est emmerder ou c'est faire c'est contribuer à stopper l'extrême droite, ce qui est une erreur fondamentale encore une fois. Mais je pense pas que tous les Algériens de France aiment Tebboune, c'est un préjugé injuste, je crois à mon avis. Hein. Pas à mon avis, je pense la réalité. Il y a beaucoup d'Algériens de France qui sont intelligents et qui savent faire la différence entre un dictateur un dictateur bête et méchant et un véritable leader qui lutte pour les intérêts de son pays. Alors, Mauritanus Aquilonus, c'est lequel qui est en train de cuire dans la marmite du système pour remplacer Tebboune? C'est une très bonne question. Très très bonne question. C'est la question qui vaut 1 million d'euros. Normalement, on va aller à Qalbellouz, on va aller à la taille, ou Mtouem, ou Qada, ou Ashra, ou Ftor. C'est une question très compliquée. Je vais te surprendre, Mauritanus. La marmite de Tebboune, elle est vide. Pour le moment. Pourquoi? Parce que Tebboune est tellement égocentrique. Il a tellement créé le vide autour de lui. Il a tellement imposé son ego. Il est devenu tellement le président Soleil. Tellement il a incarcéré toutes les personnalités qui comptent. Il a forcé à l'exil toutes les personnalités importantes du pays. Il a réduit au silence toutes les partis de l'opposition. Il a éliminé la liberté d'expression. Il a liquidé, il a expédié les élections présidentielles anticipées à 2024. Il a empêché les partis politiques d'exister. Il y a que lui qui compte, il y a que lui qui occupe les devants de la scène, il y a que lui qui domine la scène politique, il reste que lui. Il y a quelques gens qui apparaissent dans son gouvernement. Voilà, Mohamed Al-Keb, Saïd Sayoud, Rezik, tout ça. Mais ils n'ont pas le statut de remplaçant. Ils n'ont pas encore le statut de successeur. Pourquoi? Parce que leur notoriété est limitée, leur influence elle est limitée, leur pouvoir est limité, leur marge de manœuvre elle est limitée. Et avec Tebboune, tu montres pas tes ambitions. Avec Tebboune, quand tu montres tes ambitions, ils te décapitent. L'exemple, Ayman Ben Abdelrahman. Rappelez-vous de l'ancien premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, celui qui était premier ministre. Dès qu'il a commencé à être apprécié, dès qu'il a commencé à être considéré, dès que Tebboune a entendu que l'armée, au sein de l'armée, il est respecté, ils aiment son honnêteté, son intégrité, il s'en qari, il s'en honnête, il l'a enlevé. Il l'a limogé. Je peux pas dire qu'il l'a kidnappé, hein. Il l'a enlevé, je pense en arabe. Naha, yani. Il l'a limogé, il a relevé ses fonctions. Il a relevé ses fonctions parce qu'il a commencé à le craindre, à le jalouser. La Tebboune ne s'est jamais entendu avec lui. Dès qu'il a eu l'occasion, il a liquidé. Et c'est Saïd Chengraha qui lui a proposé. Ce n'est même pas lui qui l'a choisi. Dès qu'il y a une personnalité qui a du charisme, qui a de l'influence, qui commence à avoir de la popularité, qui commence à intéresser la population, Tebboune l'élimine. Pourquoi? Parce que Tebboune est un égocentrique. Tebboune, tu es avec moi ou contre moi. Et c'est moi je suis le soleil du pays. À cause de ça, moi je vois pas le successeur. Et vous allez voir, on va se diriger vers une crise de succession. À moins que Tebboune ne contrôle les ardeurs de son ego et accepte lui-même de penser à sa succession et accepte lui-même de partir. Parce que le genre de président comme Tebboune, c'est comme Bouteflika. Ils ont un ego tellement surdimensionné que ils auront, peut-être on risque de les voir s'accrocher au pouvoir et que là je vais mourir au pouvoir comme un roi, comme un monarque. Tebboune se comporte comme un monarque. Il se comporte pas comme un président. Regardez comment les budgets de la présidence ils ont augmenté. Regardez comment le train de vie de la présidence est devenu insolent, luxueux. Regardez comment il monopolise la parole, il monopolise tous les pouvoirs. Vous allez tout comprendre. Partagez le maximum ce live. On n'a pas été très nombreux aujourd'hui. Je ne sais pas si le ramadan vous a tous bousillé, ou là il vous a tué, ou là il vous a un peu ébranlé, ou là il vous a fatigué, ou là il vous a bouleversé, mais j'espère qu'on sera encore plus nombreux. De toute façon, tous ces échanges, je rappelle que ce live, vous allez le retrouver sur notre chaîne YouTube dès demain, Inch'Allah, dès demain. Comme ça, on continuera à débattre et tous nos abonnés sur toutes nos plateformes pourront le visionner. Marquis, c'est quand l'investissement malaisien de 30 milliards que Ahmed Tebboune a dit en interview? Il n'a jamais existé, Marquis, cette interview. Cet investissement est une connerie, c'est une fake news. Il y a un groupe malaisien qui a promis d'investir en Algérie. Il a jamais parlé de 30 milliards. C'est même pas 3 milliards.
Peut-être c'est même pas 300 millions. C'est une fake news, cette information est une fake news. Nous l'avons prouvé, nous l'avons démontré, nous l'avons expliqué dans une émission. C'est une fake news. Elle a été sortie par le Majid Tebboune. Le Majid Tebboune, il a un problème avec les chiffres. Il aime surgonfler la réalité. C'est un pipoteur. Il adore mentir pour embellir son bilan. Et là-dessus, il a complètement menti. Abdo, tu fais le ramadan? Bien sûr. Non seulement je le fais, et d'ailleurs mes proches le subissent. Parce que franchement, il est épuisant en exil. Il est épuisant le ramadan en France. Je vous dis la vérité, il est épuisant. Ah, on a un problème avec le live. Très on a été signalé. Attendez. Voilà. Désolé l'équipe, nous avons été coupés, interrompus momentanément. Je crois que nous sommes signalés. Ils veulent saboter notre live. Est-ce que vous pouvez partager massivement, s'il vous plaît? Tapotez, partagez massivement. On a le live, même sur TikTok, ils veulent pas qu'on s'exprime. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc, je disais, notre ami le patron, je le fais très soigneusement et j'en souffre. Pas du ramadan, je souffre de l'exil, de l'éloignement d'une grande partie de ma famille. Ça me pèse énormément, je l'avoue, et j'essaye de le faire de la façon la plus sereine possible, mais c'est très difficile. Franchement, quand on a vécu toute sa vie en Algérie, dans un pays musulman, dans un pays maghrébin, avec un islam populaire, soufiste, très spirituel, le ramadan en Algérie est extrêmement beau, est extrêmement, nous sommes dans la joie, dans la communion. Moi, je suis quelqu'un qui est très sociable, qui est habitué à manger en groupe, etc. Et franchement, pendant ce ramadan, vous pouvez pas imaginer à quel point notre pays nous manque. C'est vraiment, il faut vraiment adresser une pensée particulière aux exilés. On parle souvent des détenus politiques et des détenus en prison. Je comprends parfaitement, mais ne croyez pas que nous avons une situation meilleure qu'ici. C'est vrai que nous avons des familles ici, que grâce à ces familles d'ailleurs que je salue chaleureusement, grâce à nos familles ici, nous avons une vie joyeuse et belle, etc. Mais ça ne remplace pas notre pays natal. Il y a une partie de nous qui est encore en Algérie. La vérité, il y a une grande partie de nous qui est encore en Algérie, surtout quand on a des enfants et des parents en Algérie. Donc n'imaginez pas que c'est le bonheur absolu. Hein. Reda, pourquoi tu n'as jamais parlé de la rencontre entre le député algérien et l'Israélien Magli Wahbi? Je connais le député algérien Yacoubi, je n'ai pas l'information qu'il a rencontré un député israélien. Sincèrement, Reda, je n'ai pas cette information-là. Si tu as des détails ou des informations concrètes à me fournir, j'aimerais bien les connaître. Et d'abord, moi, je vois pas le mal. Hein. En quoi rencontrer un député israélien serait un mal? Moi, je vois pas un mal. Moi, je peux demain rencontrer un journaliste israélien, mais t'arriver de débat, de discuter avec des journalistes israéliens, c'est parce que je parle avec un Israélien que je menace mon pays, que j'ai trahi mon pays, que j'ai tourné le dos à mon pays. Ça n'a pas de sens. Qu'on le veuille ou non, Israël, on la déteste, on ne l'aime pas, on veut pas la reconnaître, mais elle existe. Dans l'architecture de l'ordre international, elle est là. Il y a des milliards, il y a des sociétés, il y a des multinationales qui sont pilotées par des fonds israéliens. Israël est présente dans les arcanes du système international. C'est une puissance régionale protégée par la plus grande puissance du monde qui est les États-Unis d'Amérique, protégée par l'Occident, qui reste quand même l'un des cœurs battants du système politique économique mondial. Donc je vois pas où est le mal. Parler avec un député israélien, on bat. Arrête, sauf s'il a pas comploté avec lui, s'il lui a donné des informations sur la sécurité nationale. Mais un député comme Yacoubi, je vois pas qu'est-ce qu'il a à quoi il a accès comme information. Maintenant, il arrive que dans des instants, dans les organismes internationaux, que des députés algériens croisent des députés israéliens. Moi, je vois pas le mal. Je vois pas le mal. Maintenant, s'il y a quelque chose de d'illicite, de répréhensible, j'aimerais bien que tu me la montres. Hein. Merci de partager ce live au maximum. Oh, pourquoi tu critiques le pays H24? Oh, d'abord c'est pas vrai, je ne critique pas H24, je le critique 12 fois par jour, je critique pas le pays, d'abord je critique ses dirigeants. Encore une fois, je réponds à cette question qui me revient. On critique Tebboune, c'est pas critiquer l'Algérie. Critiquer le régime Tebboune, c'est justement défendre l'Algérie contre les méfaits et les dérives de ce régime. L'Algérie n'appartient pas à M. Tebboune, ni à sa famille, ni à son clan. L'Algérie nous appartient à nous. Moi, je suis journaliste, c'est la liberté d'expression.
Quand il y a quelque chose qui marche pas, je le dis. Quand il y a quelque chose qui est bien, je le dis. Quand Abdelmajid Tebboune s'est réconcilié avec le Niger, il a lancé la réconciliation, il a assuré la réconciliation avec le Niger, j'ai applaudi, c'était favorable à l'intérêt de notre pays. Je lui ai dit, voilà, c'est une bonne dynamique, c'est un bon début de changement, je l'ai dit. Mais quand Abdelmajid Tebboune met en place en détention un économiste, Kmet Jelloul Slama, juste parce qu'il a critiqué son méga projet de Raj Bilet, je le dénonce parce que c'est de la dictature, c'est de la hogra et c'est de la cruauté. Le néné, les relations avec les Émirats Arabes Unis, vers où, franchement, c'est vers le ridicule. Vers le ridicule. Tebboune n'a même pas le courage de rompre. Il veut rompre, mais il n'a pas le courage de rompre. Parce qu'il n'y a pas de motif pour rompre. Il n'y a pas de motif pour rompre. L'Algérie, elle a rompu avec le Maroc en août 2021. Parce que le Maroc, il a normalisé ses relations avec Israël, mais c'était pas la cause. Parce que non, c'est une émission qu'on devrait la faire d'ailleurs. L'Algérie officiellement n'a pas rompu avec le Maroc à cause de la normalisation diplomatique, à cause d'un accord de défense et à cause de d'une attaque lancée par un ministre israélien depuis le territoire marocain contre l'Algérie. Il y avait un ministre important d'Israël qui était venu, je crois que c'était le ministre des Affaires étrangères, ou le ministre de la Défense, qui est venu, je me souviens pas, qui est venu au Maroc en 2021, avant août 2021, et qui a critiqué ouvertement l'Algérie, qui a attaqué l'Algérie, qui a ciblé l'Algérie à travers des critiques sévères. C'était la raison principale de la rupture des relations diplomatiques. Sauf que les Émirats, il n'y a pas de cause. Les Émirats, ils ont normalisé leurs relations avec Israël. Mais les Émirats n'ont pas de frontière avec l'Algérie, de un. De deux, est-ce qu'il y a un dignitaire israélien qui, depuis Dubaï ou Abu Dhabi, a menacé l'Algérie, a attaqué l'Algérie, ou là, il a ciblé l'Algérie? Non, pas du tout. Donc, rompre les relations, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu te donner la time. Parce que les Émiratis veulent garder l'exclusivité de la fabrication des cigarettes américaines en Algérie. Parce que les Émiratis ne veulent pas te soutenir contre le Maroc. Parce que les Émiratis ne veulent pas investir en Algérie comme tu le veux. Parce que les Émiratis ne veulent pas donner les pots de vin, comme les Turcs le font. Parce que les Émiratis ne veulent pas retirer leur soutien à Haftar, ne veulent pas retirer leur soutien aux militaires de l'État du Sahel. Ça n'a pas de sens. Tebboune fait du n'importe quoi avec les Émirats. Il met en danger une communauté de plus de 50 000 Algériens qui sont à Dubaï et à Abu Dhabi. Il met en danger une communauté brillante, les Algériens de Dubaï et d'Abu Dhabi, des ingénieurs, des scientifiques, des hommes d'affaires. Il met en danger les relations stratégiques de l'Algérie avec l'un des pays les plus importants. Les Émirats, ils ont beaucoup de défauts. C'est un pays important. C'est un carrefour économique. C'est un investisseur international important sur le continent africain. C'est une puissance régionale. C'est un bailleur de fonds international. C'est n'importe quoi. Et vous allez voir que Tebboune, il a fait la même chose avec le Niger et le Mali. Rappelez-vous, ce qu'il a fait aux Émirats, il a fait la même chose avec le Niger et le Mali. Et voilà, terre nette, l'obstination, la brutalité, le rapport de force, le nif, la fierté. Il s'est remis en cause, il s'est réconcilié parce que terre nette ne marche pas. Les Émirats sont à des années-lumière de l'Algérie, sont à des années-lumière. Regardez les Émirats tellement, ils sont indifférents aux attaques de l'Égypte Tebboune qu'ils ne répondent même pas. Ils n'ont jamais répondu. Voilà, on fait l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, ils veulent aller sur la Lune, ils font des investissements stratégiques. C'est la crise la plus ridicule. Et Tebboune, encore une fois, avec les Émirats, il a prouvé qu'il était inefficace. Les Émirats sont dangereux, ils font du lobbying, ils ont des intentions malveillantes, et ils peuvent faire de l'ingérence. Tout ça est vrai. Il y a une manière de régler le problème avec eux. Il y a une manière de les gérer. Il y a une manière de traiter avec eux. Dans ce cas-là, s'il faut rompre avec les Émirats pour des ingérences, il faut rompre avec les États-Unis, il faut rompre avec la France, il faut rompre avec la Turquie, le Qatar. Voilà, il y a que les Émirats qui font les ingérences ou qui essaient de déstabiliser les pays. Non. C'est une crise qui démontre l'incompétence et le manque de vision et le manque de capacité d'Abdelmajid Tebboune à gérer les intérêts suprêmes de l'Algérie. Ainsi, Tebboune et les compromis 600 milliards de PIB, fin 2007, c'est vrai. Non, pas 600 milliards, 400 milliards. 400 milliards. 400 milliards de PIB fin 2027, et on l'a expliqué dans les émissions d'Algérie Part avec des infographies, des documents, etc. Encore une fois, c'est impossible.
C'est possible du point de vue statistique en faisant des manœuvres de statistiques, à savoir changer les normes, les années de référence pour les statistiques économiques et intégrer dans les statistiques le coût certaines activités du service comme les télécommunications, comme le commerce électronique, etc. Et ensuite, surtout intégrer le marché informel et la masse monétaire qui circule dans le marché informel. Mais ça reste des statistiques. Pour produire 400 milliards de dollars, il faut avoir une industrie qui dépasse les 30%, les 20 ou 30% dans ton PIB. Il faut avoir des exportations qui dépassent les 200 milliards de dollars, comme c'est le cas du Vietnam par exemple. Il faut vraiment avoir une croissance économique à plus de 6-8%, jusqu'à même 10%. L'Algérie n'est pas du tout dans ce scénario. Malheureusement, l'Algérie n'est pas du tout dans ce scénario. Merci de partager l'équipe. Partagez massivement ce live, s'il vous plaît. Ils essaient de nous saboter, ils essaient de nous signaler. DZ 93-13. Tu parles que de ce que tu veux, c'est pas comme ça la vie. Tu parles que de ce que tu veux, c'est pas comme ça la vie. Oh, ma femme, tu DZ 93-13, mais j'ai pas compris ta question. De quoi tu veux que je parle? D'abord, je ne parle pas de ce que je veux. Je parle des acteurs de l'actualité. Moi, je suis un journaliste. Quelqu'un qui joue un rôle dans l'actualité, j'en parle. Un acteur de l'actualité, une personnalité, un personnage impliqué dans un fait, impliqué dans un événement, impliqué dans une situation précise, j'en parle. Je confonds pas mes envies personnelles avec les besoins de l'actualité. Je suis un journaliste professionnel. Je décris le réel. Je rapporte le réel. Je ne parle pas de mes envies. Je crois que tu t'es DZ 93, tu t'es trompé un peu de live, hein. Est-ce que tu peux être beaucoup plus précis dans ta question? Quels sont les personnages que j'ai cités, etc. Et selon toi, j'ai été injuste, là, j'aurais pas dû. Est-ce que tu peux m'expliquer davantage ta question? Yanis Meraoui. Yanis, pourquoi t'es contre ton pays? J'ai déjà répondu à cette question, franchement. Je vois pas, j'ai déjà répondu à cette question. C'est pour vous être contre Tebboune, être contre l'Algérie, c'est que si vous confondez Tebboune avec l'Algérie, c'est un pays de millénaires comme l'Algérie, vous le confondez avec un régime, c'est que vous avez un problème. C'est que vous avez un vrai problème, donc, et je pense qu'il faut aller se documenter ou se soigner carrément pour régler ce problème, parce que là, c'est dénoncer Tebboune, c'est dénoncer l'Algérie, donc dénoncer Hitler, c'est dénoncer l'Allemagne. Donc être contre Emmanuel Macron, c'est être contre la France. Il faut le niveau, s'il vous plaît. Il faut élever un peu le niveau. Il faut lire, il faut se documenter, il faut apprendre, il faut s'instruire. Il faut pas répéter les préjugés, etc. Je sais que sur les réseaux sociaux, on consomme du tout et de n'importe quoi, mais il faut faire preuve d'un peu d'intelligence. DZ80, tu dis jamais ce que Tebboune fait de bien. Si, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit aujourd'hui. La relance du gazoduc transsaharien, je l'ai dit, c'était bien. Je l'ai dit. C'était bien, je l'ai dit, je l'ai applaudi, je l'ai rêvé. La réconciliation avec le Niger, j'ai dit que c'était bien. Le début de la réconciliation avec la France, j'ai dit que c'était bien. Ces dernières 48 heures, j'ai fait 3 émissions positives à Tebboune. Mais je suis journaliste. C'est pour toi dire du bien de Tebboune, Ami Tebboune Shbab, Ami Tebboune Nesmela, Ami Tebboune هو المليح, Ami Tebboune il est plus sage, Ami Tebboune c'est Nostradamus, Ami Tebboune c'est Brad Pitt. Ça je le dirai pas, la chiitch. Moi je suis journaliste, quand Tebboune fait des bonnes choses, je le dis. Mais malheureusement il en fait pas beaucoup. C'est pas de ma faute. Dites-lui de faire des bonnes choses, Abdou Samad dira du bien de lui. Très simple. Ah là là là. Kassi. Pourquoi les Zik favorisent les Turcs en Algérie? C'est une nouvelle colonisation ottomane. Kassi, c'est pas les Zik qui favorisent les Turcs, c'est Tebboune qui favorise les Turcs. Tebboune. Pour 3 ou 4 raisons. Premièrement, Tebboune, il est séduit par le modèle politique turc. Tebboune veut être comme Erdogan. Une dictature civile, un président dictateur, autoritaire, qui domine l'armée, et c'est pas l'armée qui le domine, et qui réprime les libertés publiques individuelles, et qui cultive le culte de la personnalité. Tebboune, c'est un adorateur du modèle turc. Deuxièmement, Tebboune, il utilise la Turquie. Il pense que la Turquie va le soutenir pour s'émanciper, pas s'émanciper, pour rééquilibrer les pouvoirs avec les pays de l'Union européenne, notamment la France, l'Espagne
et l'Allemagne et les pays occidentaux comme les États-Unis d'Amérique. Tebboune pense que les Turcs peuvent le suivre et investissent en Algérie et créent des emplois en Algérie, ce qui est complètement faux. Les Turcs ont des projets en Algérie, mais ils ramènent pas leur argent. Ils ne ramènent jamais leur argent. Je vous défie. Il y a des annonces. Récemment, il y a une entreprise turque qui dit je vais investir 100 millions, 50 millions. Mais quand vous allez analyser, ausculter le dossier, vous allez voir que les Turcs ramènent 1 ou 5 millions d'euros. Le reste, c'est des prêts contractés par les banques algériennes. C'est des prêts bancaires. C'est très rare où vous avez des entreprises turques qui investissent leur propre argent. Les entreprises turques, ils bernent les Algériens. Comme l'Algérie est un pays sous-développé, ils leur disent, nous avons le savoir-faire, nous avons le management, vous nous donnez de l'argent de vos banques, on vous fera le projet. C'est ce qu'il a fait avec Toshiali. Toshiali, le cas le plus concret. Toshiali, qu'est-ce qu'il fait de mieux qu'un Algérien? Le management, et c'est juste géré. Mais n'importe quel groupe privé algérien aurait pu faire ce que Toshiali fait. Prendre du gaz à des prix pratiquement gratuits. L'électricité à des prix réduits pratiquement gratuits. Accès aux fonciers de façon avec des facilitations inédites au monde. Et on le laisse importer la matière première. Ou là on lui donne la matière première pour Kharjbil à des prix réduits. On lui dit enrichis-toi. Mais ma petite sœur, vous lui donnez tous les avantages de Toshiali, elle va devenir milliardaire, elle va faire comme Toshiali. C'est pas très difficile, il faut juste être un bon gestionnaire. Des bons gestionnaires en Algérie, on en a. Les Soma, Rabrab, les Condor, on a beaucoup de groupes privés algériens qui auraient pu faire ce que Toshiali a fait. Mais les Turcs réellement, ils ramènent leurs cadres dirigeants, ils ramènent leurs projets, ils prennent des financements en Algérie, ils exportent très peu depuis l'Algérie, ils vont satisfaire le marché local, d'abord, ils s'enrichissent, ils transfèrent leurs devises, et Tebboune les soutient, parce que dès le départ, la Turquie a soutenu Tebboune. Et Tebboune, il a une vieille histoire avec les Turcs depuis le secteur de l'habitat. Des affinités personnelles, des liens affairistes. Et les Turcs, ils chipéou. Les sociétés françaises, allemandes ou américaines, elles ont des codes d'éthique, elles sont soutenues, elles sont par les banques, elles sont surveillées par les bourses, elles sont surveillées, il y a une presse indépendante dans ces pays-là. En Algérie, en Turquie, non. C'est comme c'est une dictature, les entreprises turques, ils chipéou. À Istanbul, dans les banques turques, dans les grandes villes Istanbul, Izmir, les banques turques, tu ramènes une manette d'argent, tu fais du blanchiment d'argent facilement. En France, en Allemagne, ou là, en Suisse, ou là, mais à part un peu Luxembourg et un peu Malte, mais en Europe, tu peux plus maintenant ramener une valise avec 1 million d'euros, et tu l'introduis dans une banque et tu la blanchis. Très difficile. Voilà pourquoi Tebboune aime les Turcs. R du temps 99. Abdou, bonsoir. Ouyahi, Sedal et Saïd Bouteflika vont-ils bientôt sortir? Non. Donc Tebboune est au pouvoir, ils vont jamais sortir. Tebboune, s'ils pouvaient les exécuter, ils les auraient exécutés. C'est Tebboune qui est à l'origine de leur emprisonnement et c'est Tebboune qui est à l'origine de leur maintien en détention. Et Tebboune ne va jamais les libérer. Tant qu'il est au pouvoir, Tebboune ne va jamais les libérer. Je le répète, il ne va jamais les libérer. Il a un problème conflictuel, personnel avec eux. Tebboune est dans une question de vengeance. Tebboune est venu pour se venger. Et s'est vengé contre ces trois personnalités parce que ces trois personnalités l'ont méprisé, l'ont nargué, ils l'ont empêché de rester au pouvoir. Mais Abdou, sincèrement, pourquoi Tebboune a toujours tort sur tous les dossiers? Parce qu'il maîtrise pas ses dossiers, parce qu'il est mal entouré, parce qu'il a de mauvais conseillers, parce que c'est pas un travailleur et parce que c'est pas un visionnaire. Voilà. C'est quoi un bon président? Écoutez, il y a quelqu'un que vous connaissez ici en France, Bernard Tapie. J'aimerais bien que il y a un documentaire qui a été fait sur Bernard Tapie, dont les extraits remontent, circulent en ce moment sur les réseaux sociaux. Un journaliste français l'a demandé à Bernard Tapie. Il lui a dit, Monsieur Tapie, mais c'est quoi être un chef d'entreprise? Comment vous faites pour être un bon chef d'entreprise? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Comment il a répondu Bernard Tapie? Il leur a dit, écoutez, un chef d'entreprise n'est pas omniscient, n'est pas puissant, il ne connaît pas tout. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont même cons, qui sont même idiots, mais ils ont une qualité. Un bon chef d'entreprise qui réussit, qui devient milliardaire, il a une seule qualité, c'est quoi? C'est de s'entourer des gens qui sont bons, de s'entourer de compétences, de s'entourer de personnes qui ont les qualités que ce chef d'entreprise n'a pas. Et ces gens compétents vont fournir les bonnes données qui permettront au chef d'entreprise de prendre les bonnes décisions. C'est ça un président de la République, c'est comme un chef d'entreprise. S'il est entouré de personnes de bon niveau, compétentes, intègres, et qui maîtrisent leurs dossiers,
eh ben, le président ils vont lui fournir des données intelligibles et lucides qui lui permettront au président de la République de prendre des bonnes décisions. Mais s'il est entouré de personnes qui ont les mêmes défauts que le président lui-même, bah, ce président va échouer. Et c'est le cas de Tebboune. Tebboune est entouré par des personnes populistes, autoritaires, envieuses, revanchardes, fanatiques, intolérantes et fermées comme lui. Il n'est pas entouré par... Il y a quelques rares conseillers de bon niveau où ils restent pas longtemps avec lui, où ils sont pas très influents auprès de lui parce qu'ils n'ont pas accès à lui. Voilà le problème d'Atebboune. C'était là, des nouvelles de l'économiste Jelloul, Slama Jelloul, toujours en prison. Mesquin, voilà. Un économiste brillant, tu le mets en prison. Ou Trolli ne critique pas Tebboune parce que c'est ton pays. Un économiste mesquin, Hada Ramadan, Eid ou Ouachir, sa famille ne peut pas le voir. Il est en prison pour avoir critiqué Gharj Bilal sur une émission, pour avoir apporté une lecture critique économique basée sur des chiffres et sur des faits. Non, soyons sérieux. Je peux pas soutenir un président pareil. Il faut être vraiment malhonnête. Il faut pas avoir d'honneur. Il faut être un lâche. Il faut être un lâche pour aimer Tebboune et le soutenir. Si certains d'entre vous ont préféré la lâcheté, moi je préfère l'honneur. Est-ce que vous pouvez partager ce live maximum, massivement? Allez, on va rajouter 10 minutes encore, à minuit 30, on s'arrête. On va vous laisser passer votre soirée ramadanaise. Redouane, c'est un week-end en Algérie. Là, c'est pas un week-end chez nous. Mais bon, on a été pas assez nombreux à mon goût, mais on a fait de notre mieux aujourd'hui. Et on continuera à faire des lives dans ce petit studio que nous avons aménagé le plus souvent possible, Inch'Allah. Merci de partager massivement, Ajma'at al-Khair. Merci de partager massivement et de nous tenir au courant. On va prendre quelques dernières questions. Kabé, comment tu peux dire que les Touareg maliens étaient terroristes? Kabé, je n'ai jamais dit que les Touareg maliens étaient terroristes. Je ne sais pas d'où est-ce que tu as eu cette information. Donne-moi un extrait où j'ai dit que les Touareg maliens étaient terroristes. Je n'ai jamais dit. J'ai dit, il y a des groupes séparatistes Touareg qui sont des terroristes. Il y a des groupes armés au nord du Mali composés par des Touareg et qui sont des terroristes. Et ça, c'est vrai, c'est documenté et c'est reconnu. Il y a des groupes séparatistes Touareg qui dominent des régions entières comme la ville de Kidal et qui voulaient morceler le Mali et qui voulaient diviser le Mali et qui voulaient créer un État fantoche avec le soutien de puissances étrangères. Et vous avez des groupes armés terroristes comme Agrali, avec le leader Agrali, leader de Touareg qui était très proche du régime algérien d'ailleurs. Ils prennent les armes, ils s'attaquent à des civils, ils veulent provoquer la chute de l'État malien. Et ces groupes-là, l'Algérie ne doit pas les soutenir, ne doit pas les approcher, ne doit pas les cautionner, au contraire, elle doit les combattre. Encore une fois, ne mélangeons pas, ne généralisons pas, et arrêtons de faire de l'amalgame. Quand on dénonce des groupuscules armés ou des groupes armés, ça ne veut pas dire qu'on est en train de stigmatiser la population Touareg. Le patron, Abdou, est-ce que tu veux faire des discussions? Ça fait 3 mois maintenant. Le patron, je suis pour ces débats-là. Il y a le patron, Habatna. Hana gouنا لك ما نديروش débat. Ha marhaba bik نديرو un débat. Celui qui veut débattre, je suis là. Il n'a qu'à nous envoyer des messages, etc. Maintenant, si tu veux monter en live, dans la vidéo, etc., nous ne maîtrisons pas cet outil. Mais si tu veux débattre, marhaba bik. Moi, je suis là pour débattre. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse un débat avec en vidéo, etc., en vidéo, etc., pour genre un live comme ça en live, tout le monde est en live, je ne maîtrise pas encore cet outil. Bah, aidez-nous à apprendre à maîtriser cet outil, on verra. Abdo, pourquoi tu cries Abdo? Parce que je suis révolté, Lux. Je crie parce que je suis révolté. Mais comment ne pas te révolter quand on voit comment Jelloul Slama a fini en prison? Ça vous révolte pas, vous? Vous êtes insensible. Tout le monde a fait en dinde, comme ça, en la table de Ramadan, avec vos proches, etc. Il y a des gens qui ont été incarcérés arbitrairement. Tahar Ouhachi, l'historien, qui a été emprisonné il y a à peine une semaine. Juste avant Ramadan. Pour une publication sur les réseaux sociaux.
et un historien, un brillant historien, des universitaires, des membres de l'élite algérienne incarcérés, emprisonnés, le journaliste Abdelali Mzriche, même Chiet, le partisan Tebboune, etc., il a été emprisonné. Et ça me révolte. Je crie de colère, parce que sa situation suscite la colère, suscite la révolte. Celui qui ne se révolte pas face à ces injustices est un complice. Est un complice. Et moi, je veux pas être complice de ces injustices. Après, c'est la passion. Moi, je suis un journaliste passionné. Voilà, je parle, je suis moi-même. Je vais pas faire la comédie. Je vais pas vous parler de façon froide, de façon, voilà, je suis moi-même, c'est tout. Podcast, quel dirigeant est véritablement visionnaire en Afrique? Ah, il y en a. Non, Nelson Mandela a été visionnaire quand même. Nelson Mandela, il a été visionnaire, qu'on le veuille ou non. Il y a eu des présidents, il y en a eu. Il faudrait, il y en a eu, oui, il y en a eu. Il y en a eu, il y a certains dirigeants qui sont autoritaires, mais qui ont quand même des bons bilans, ils ont construit leur pays. Paul Kagame au Rwanda est un dictateur autoritaire, mais il a construit le Rwanda. Il a émergé le Rwanda. Le Rwanda s'est construit sur des cendres, les cendres d'un génocide. Abiy Ahmed de l'Éthiopie, l'actuel Premier ministre, même s'il a des dérives autoritaires, il a provoqué une pratique, on a mal géré une situation qui a dégénéré en guerre civile pendant quelques longs mois, mais l'Éthiopie est devenue un pays membre des BRICS, un pays qui s'est lancé dans le développement pour devenir une véritable puissance émergente. Voilà, des cas, mais ce sont pas des gens parfaits, mais pour moi, bien sûr, Nelson Mandela est certainement l'exemple le plus éloquent. Il y a eu des leaders, je crois, il y a un président au Ghana qui a aussi un très bon bilan. Il y a eu au Sénégal quand même Macky Sall, malgré qu'il a voulu rester au pouvoir, il a voulu provoquer une situation pour mettre, il a quand même lâché le pouvoir. Il a accepté la transition démocratique. Donc, il y a eu des bons présidents en Afrique. Et il faut pas dire n'importe quoi. Il faut pas être non plus complexé, etc. Après, oui, c'est peut-être pas la joie. Le bilan de ces présidents ne sont pas totalement joyeux ou totalement positifs, etc. Mais il y a eu, pour moi, ça reste pour moi l'exemple à suivre. Ça reste Nelson Mandela, qui a accepté de pardonner, qui a géré la réconciliation, qui a évité à l'Afrique du Sud de se diviser en deux pays, la désunion, qui a vraiment fait de l'Afrique du Sud un pays exemplaire, même si l'Afrique du Sud elle a beaucoup de défauts en ce moment, elle a beaucoup de défaillances, elle a énormément de problèmes à régler, à résoudre, mais Nelson Mandela pour moi ça reste un visionnaire. Allez, dans 7 minutes, on va mettre fin à ce live. Saïd Bialam, tu sais comment tu vas finir la guerre des gazoducs? Dima Maghreb. Elle va pas finir la Dima Maghreb, Dima l'Algérie. On veut tous le bien et le bonheur dans notre pays. En réalité, il y a de la place pour ces deux gazoducs. Mais le gazoduc marocain, techniquement, encore une fois, économiquement parlant, il est complexe. Il est vraiment complexe. Il est complexe, je m'arrête à il est complexe. Il va être très coûteux. سامحوني يا جماعة. Il est complexe. Il nécessite des financements importants. Il traverse un nombre de pays importants. Et je dis pas que moi quand j'ai utilisé ce mot guerre, etc., parce qu'il y a une concurrence, il y a une rivalité. Et la rivalité, la concurrence, quand elle est saine, la compétition quand elle est saine et respectueuse, elle est favorable au développement. Elle est favorable au développement. Elle est même cruciale. Elle est même pragmatique. C'est pas un problème. Elle est pragmatique dans le sens où elle permet au pays d'avancer. Il faut de la compétition pour progresser, pour innover, etc. Donc, moi, je pense que l'Algérie et le Maroc sont les deux gagnants, seront les deux gagnants. Mais le projet algérien a des atouts plus importants. Le projet algérien, il est plus réaliste. Il sera plus rentable. C'est plus facile de rentabiliser un gazoduc à 13-15 milliards de dollars qu'un gazoduc à une vingtaine de milliards de dollars qui passe par 13 pays
Et le gazoduc algérien et nigérien connectera des deux pays qui sont déjà gaziers, qui sont les deux pays les plus importants, les deux pays gaziers les plus importants du continent africain. Il faut pas mettre du chauvinisme dans des projets techniques et économiques. À un moment donné, il y a la raison économique, la raison financière. Il y a des projets qui sont plus rentables que d'autres. Le Maroc a des projets plus rentables que l'Algérie. Les banques marocaines sont plus en Afrique, c'est plus rentable et plus intéressant que les banques algériennes qui sont un échec. Mais en termes de gazoduc, le gazoduc Algérie-Nigeria est le gazoduc pour moi le plus prometteur, le plus intéressant. Et des études le prouvent, des démonstrations ont déjà été fournies, et c'est le plus facile à mettre en place. Et il faut juste garantir la sécurité et la stabilité des relations entre les trois pays. Donc, évitons, s'il vous plaît, les dérives des nationalistes. Le dérive du nationalisme béat est totalement contre-productif, quoi. Je crois que j'ai raté une question là qui m'a été posée. Ravi Rodati, merci beaucoup de nous avoir été là avec nous. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup pour vos questions. Stella, que pensez-vous de la candidature de Rachid Nekez pour 2029? Bon, je lui souhaite bon courage. J'ai du respect pour Rachid Nekez. Je suis pas d'accord avec lui, surtout. J'ai beaucoup de désaccords avec Rachid Nekez, mais je respecte son engagement, je respecte son combat, et je respecte les valeurs qu'il défend, et je lui souhaite bon courage. Abdou MK, que pensez-vous du Wali d'Alger? Pas grand-chose, c'est pas un personnage important du pouvoir, c'est pas un personnage central. Il est réputé considéré comme un bon Wali par rapport à d'autres Wali algériens. Il essaye de faire de son mieux. Franchement, pour moi, il fait partie de ces fonctionnaires algériens qui essaient de servir fidèlement le pays, qui essaie de servir honnêtement le pays, voilà. Après, il a certainement des défauts, mais c'est pas un personnage important. Vous savez, Louali ne décide pas de grandes choses en Algérie. Il a les prérogatives du président de la République dans sa région, mais Louali relève du ministère de l'Intérieur, la présidence le commande, le ministère de l'Intérieur le commande, il a une marge de manœuvre très limitée, il applique des directives qui lui viennent de haut, surtout la capitale Alger, c'est très politique, être Wali d'Alger, c'est quelquefois c'est beaucoup plus important. Le Wali d'Alger, le Wali d'Oran ont plus de pouvoir, plus de prestige et plus d'influence que des ministres membres du gouvernement. Par exemple, le Wali d'Alger ou le Wali d'Oran, ont plus de pouvoir et d'influence que le ministre du Tourisme, le ministre du Travail, le ministre des Affaires religieuses, etc. Parce que c'est les deux plus grandes villes du pays, les deux cœurs du pays, les deux cœurs battants du pays, et deux centres de plus grande agglomération démographique du pays. La capitale Alger connaît un certain nombre de chantiers qui ont été pensés d'abord depuis l'époque de Bouteflika. Certains de ces chantiers commencent à voir le jour, commencent à être accélérés. Tant mieux. Moi, il me paraît un Wali travailleur, fidèle, un bon fonctionnaire de l'État. C'est tout, mais c'est pas un dirigeant d'avenir, ou c'est pas quelqu'un qui a des compétences extraordinaires ou exceptionnelles, ou c'est pas quelqu'un qui pourrait faire changer les choses sur le plan politique. Encore une fois, c'est pas un dirigeant de premier plan. Le patron, Abdou, participe-tu à la fitna? Au contraire, je pense le patron, je suis l'une des rares voix qui évite la fitna. Franchement, je suis l'une des rares voix. Je suis incompris dans mon propre entourage. Je lutte, y compris dans mon propre entourage, personnel, familial et professionnel, contre cette fitna entre nos deux pays, l'Algérie et le Maroc. Et je regrette, et je le dis en toute modestie, et c'est une bonne question pour finir, je regrette qu'on soit pas aussi nombreux à adopter un discours de lucidité, d'honnêteté, de sagesse, et à proposer des alternatives. La compétition entre l'Algérie et le Maroc, oui. La haine, la guerre, l'hostilité, l'agressivité, non. Il y a une compétition entre la France et l'Allemagne. Elle est saine. La compétition, quand elle est contrôlée, quand elle ne dépasse pas certaines limites, elle est favorable au développement des pays. Ouais, je dis la vérité. Moi, je suis un grand ami du Maroc. Le Maroc, pour moi, c'est comme mon deuxième pays. Je le dis et je l'assume. Et je crois que l'Algérie, son bonheur est dans un Maghreb uni, pacifié. Un Maghreb uni, pacifié. Un Maghreb développé. Un Maghreb intégré. Ça, je pense la même chose pour le Maroc. Je crois que son avenir
est aussi dans un Maghreb pacifié, développé, intégré. Je suis un Maghrébin convaincu. Et je lutterai jusqu'au bout pour l'amitié, la fraternité, le bon voisinage entre l'Algérie et le Maroc.